Et voilà, ce n'est pas un appartement, c'est juste un hall d'immeuble. On arrive, chez mon ami, Mathieu, que j'ai rencontré en prépa et on va lui poser, les mêmes questions qu'à tout le monde. Ouais. Bon, salut Mathieu, merci de me recevoir, chez toi, pas de problème. Alors, tu t'appelles Mathieu du coup, tu quel âge? J'ai 31 ans, je suis ingénieur, et dans la vie, j'ai monté une première entreprise et là j'en monte une deuxième dans le domaine des biotechnologies. C'est-à-dire, tu fais quoi dans ta nouvelle entreprise? Je suis fondateur et donc dans ma nouvelle entreprise, on crée du caoutchouc à partir de micro-organismes. Donc l'idée c'est de fournir du caoutchouc aux industriels, qui l'utilisent dans leurs produits, donc des vêtements, des bottes, des engins industriels, des pneus. Du coup, vous faites du caoutchouc à partir de quoi? Quelle est la matière première que vous utilisez? C'est du carbone, donc en fait, on va utiliser du glucose aujourd'hui, mais ça peut aussi être de l'acétate, du CO2 ou des sources de carbone renouvelables. En fait, les bactéries, essentiellement, elles transforment le carbone en caoutchouc. C'est un peu un phénomène qui peut être rapproché du pétro sourcé, mais c'est simplement qu'on a des bactéries qui ont la machinerie, cellulaire, enzymatique, pour transformer ça, de manière beaucoup plus rapide. Donc en gros, c'est à partir de betteraves ou Alors, ouais, en Europe, ce serait de la betterave, aux US, ce serait du maïs, et sinon, glycérol acétate, c'est issu de déchets agricoles. On peut aussi le faire à partir de CO2, mais c'est super lent et ça se rapproche plus de l'agriculture, donc on essaie d'avoir un process industriel et donc aujourd'hui, c'est du glucose. OK. Et donc, tu bon espoir que ça se déploie à grande échelle, ça remplace la parce qu'actuellement, il est c'est à partir de pétrole, c'est ça, les copies et de ou d'arbres? Alors le caoutchouc, c'est moitié, ce qu'on appelle du caoutchouc naturel, donc c'est issu de l'agriculture. C'est des grands arbres à caoutchouc, des EVA et donc ça pousse dans les climats tropicaux. Ça pose des problématiques similaires à l'huile de palme et l'autre moitié, c'est effectivement du pétrosourcé, donc du caoutchouc synthétique, donc produit à partir de pétrole, avec, des polymères, plus ou moins cher, plus ou moins polluant, plus ou moins émetteur, et donc l'objectif, ouais, c'est de remplacer une grosse partie de la production de caoutchouc au moins naturel et de switcher une partie synthétique vers du naturel. Alors à terme, moi j'ai des grandes ambitions, mais déjà si on arrive à remplacer, on arrive à produire plusieurs dizaines de milliers de tonnes, ce serait déjà très bien, ouais. Et du coup, ta première boîte, qu'est-ce que c'était? Ça s'est fini comment? Ouais, alors ma première entreprise, donc ça s'appelait Menti. On faisait une solution d'aide à la décision pour les collectivités territoriales. Donc on venait se brancher à toutes leurs sources de données, on centralisait l'information et ensuite on donnait accès aux élus, aux décideurs publics à des tableaux de bord, des analyses graphiques, des visualisations pour qu'ils puissent comprendre un petit peu leur politique publique, ce qui se passait sur leur territoire et qu'ils puissent prendre de meilleures décisions. On a monté ça en 2017 avec 2 copains de promo, on a, développé l'entreprise, on a trouvé les premiers clients, codé le produit et cetera. Tu as fait quelle école? J'ai j'étais à Centrale, donc j'ai fait de l'informatique et des maths à l'école. J'ai travaillé un petit peu en tant que software engineer aux États-Unis. Et ensuite, je suis rentré pour fonder, Nanti du coup, avec, Lucas et Joseph. Et oui, donc on avait développé l'entreprise, on avait trouvé les premiers clients, obtenu des financements et c'est pire, non? On a revendu ça à une entreprise, qui travaille dans l'assurance et la gestion de risque pour le secteur public et hospitalier en 2022. Ensuite, j'ai fait la transition et là, début 2024, je me suis, consacré à ma nouvelle entreprise, Bacta. Et donc quand tu as revendu ta boîte, tu as touché combien? J'ai touché, plusieurs millions, on avait une structure, où on a dû rémunérer des investisseurs et ensuite nous, on a pris une partie, chaque fondateur. C'était divisé en plusieurs tranches en fonction des objectifs qu'on atteignait, heu et donc ça a permis, enfin ça change un peu la vie, on va dire. Je pense pas que ça me permettrait d'arrêter complètement de travailler, hem, mais ça change quand même pas mal de choses. Ça m'a permis aussi de réinvestir pour ma prochaine entreprise. C'est quoi ton patrimoine net? Patrimoine net, je vais répondre un peu à côté de la plaque aussi, mais plusieurs millions? Petit Jacques. Attends, on va essayer de le plus que 2 millions potentiellement. Après, c'est pas du tout liquide et il y a une manière de compter où en fait, là, actuellement, par exemple, l'entreprise actuelle, j'ai fait une levée de fonds. Donc techniquement, si j'avais pris la valo de la levée de fonds, ça vaudrait aussi, je sais plus, ma part, plusieurs millions, quoi. Mais en fait, aujourd'hui, ça vaut zéro. Donc ça dépend comment tu comptes. Heu, OK. Ça Heu, dépend comment tu comptes. donc 2 000 000 que tu as déjà, on va dire, tu déjà réalisé et 2 ou 3 millions de la boîte actuelle.
Ouais et j'espère plus si ça se passe bien, mais pour l'instant, la boîte actuelle, elle vaut 0 en fait et je suis déficitaire parce que j'ai réinvesti de l'argent de la précédente entreprise dedans. Enfin, elle vaut 0. C'est-à-dire que tu arrives pas, Je peux pas en la vendre maintenant, ouais, mais en tirer rien de au beaucoup. plan oui, si tu arrives à la vendre un jour et du coup, ce patrimoine, c'est le tien ou celui de votre couple? Alors c'est, donc je suis marié, j'ai un enfant, on est mariés sous le régime de la communauté donc c'est à nous 2 en fait. OK. Hem et ton revenu, c'est combien? Alors, mon revenu aujourd'hui, il a un peu baissé puisque du coup, je me payais moins que je gagnais auparavant. Je suis à 90 000 € par an. OK. Si, un gouvernement, probablement, de gauche, était élu et imposait, un impôt sur la fortune, et donc taxer davantage les gens comme toi, est-ce que tu réduirais ton activité ou est-ce que tu déménagerais à l'étranger pour payer moins d'impôts? Ah, déménager, ouais, non, déménager définitivement, je le ferai pas en vrai. J'ai encore quelques espoirs. En revanche, bah, sur certaines activités économiques, oui. Hem, on est sur une activité industrielle de production de matières premières. Ce qui va compter, c'est un le prix de l'énergie, 2 le prix du sucre. C'est bête et méchant, donc ça veut dire que si un pays me propose une énergie pas chère et une agriculture performante, bah, c'est là que je vais aller, Mais ça, tout c'est pour simplement. le choix de localisation, de l'usine de production, Oui. c'est pas pour le choix du domicile fiscal et du domicile tout court? Oui, mais du coup, les impôts de production, les impôts fonciers, le travail des gens qui, sont dans l'usine, ils sont à un endroit et pas à un autre. Enfin, l'activité économique, c'est ça, c'est pas, Donc quel est le pays le plus avantageux en termes de prix du sucre et de l'énergie pour toi? Amérique du Nord aujourd'hui, Canada ou États-Unis. Oui. Ton héritage ira à qui? Ah, mais je t'ai signé un papier, quand on était en prépa. Je pense que bon, le pauvre, mais je disais très mes enfants, je mettrais soit tu mets ça dans une fondation, soit tu fais en sorte, de le donner à l'État, on va dire, enfin à la collectivité, mais je pense que c'est pas très sain que les enfants j'y crois pas trop à ce truc Tu d'héritage. tu donnerais combien à Jacques? Je pense, un bien immobilier, mais c'est OK. tout. Et c'est quoi le papier que tu avais signé en prépa? J'ai signé un papier comme quoi, si ma fortune dépassait, je crois que c'était 7 milliards, quelque chose comme ça. Un gros chiffre quand même, hein, Moi, j'avais 600 millions en tête. 600 000 000? Non, je suis sûr que c'était en milliards. Peut-être 600 milliards alors. Ah, 600 000 000 j'ai bah, oui, je suis que je regarde, ouais, c'est et je crois que c'était genre quelques pour moi, c'était 6. En gros, je m'engageais à, ne rien accumuler de plus, genre, j'ai gagné au capitalisme, on nomme un parc à chiens après moi et c'est terminé. J'essaye plus de faire de l'argent, quoi et hem et pour le coup, je m'y tiendrais, enfin, ça me paraît absurde. Tu peux pas consommer autant, c'est impossible, enfin, vraiment impossible. Alors, dans l'entretien, Mathieu évoque un engagement à limiter son patrimoine à quelques milliards d'euros et ça fait référence à un engagement que j'ai fait signer à certains camarades lorsque j'étais en classe prépa, maths p. Un engagement personnel de limitation de la course à la richesse. Alors ça, c'est le mien et ça, c'est, celui de Mathieu. D'ailleurs, on ne comprend pas trop, ce qu'il a écrit Mathieu. On lit un M comme, limite, de patrimoine. Donc M, normalement, ça réfère à millions, mais bon, le connaissant, je pense qu'il avait plutôt milliard en tête. Il y a une barre au-dessus du M, donc c'est peut-être pour ça que c'est milliard. Aussi, je pense qu'il y a une petite confusion entre K et N, mais bon, bref. Alors cet engagement à limiter le patrimoine, je l'ai fait pour 3 raisons. La première, c'est pour me contraindre moi-même à respecter cette limite, sachant que j'avais des bonnes chances, de l'atteindre et c'est-à-dire me forcer à, mon moi futur, je ne savais pas ce que j'allais devenir, à ne pas, être dans cette course dans laquelle le système actuel, nous entraîne, si on n'y prête pas attention, à vouloir accumuler toujours plus, à vouloir, mesurer, le succès de sa vie, à la richesse, à la consommation et cetera. En s'auto-limitant, je m'évacue aussi tout un tas de tracas parce que je me dis: «Ah bah, c'est bon là, j'ai atteint ma limite de patrimoine, je peux arrêter de réfléchir à l'argent et puis réfléchir à d'autres sujets plus intéressants». La deuxième raison, c'était pour, lier les mains de, mes camarades de prépa, dont c'était quasiment sûr, certains allaient devenir, millionnaires, multimillionnaires. Et donc, j'espérais que, en, leur faisant signer cet engagement vis-à-vis d'eux-mêmes, qui n'a aucune valeur, de contrainte juridique, et ben, ça, les ferait devenir plus altruistes lorsqu'ils, gagneraient des 1000 et des cents.
Et la troisième raison, c'était l'espoir que, ça devienne viral, parce que j'avais fait un site internet où les gens peuvent s'engager à limiter leur patrimoine ou leurs revenus au montant de leur choix. Et si c'est viral, vous savez, la plupart des Français, des gens, je pense qu'ils ont conscience qu'ils deviendront jamais millionnaires et donc ça les engage pas à grand chose de mettre une limite plus haut que ce qu'ils peuvent, raisonnablement espérer, comme 1 million, 5 millions. Et donc, si, tout le monde se met à faire ça, les multimillionnaires, les milliardaires, avec un peu de chance, ils se mettraient à réfléchir. Ils se diraient: «Tiens, les gens sont prêts à limiter, leur patrimoine potentiel parce qu'ils considèrent que c'est indécent d'avoir plus qu'un certain montant. Donc en fait, moi, je suis considéré comme beaucoup trop égoïste par la plupart des gens. Mais si je me mettais pas à aider davantage les gens dans le besoin plutôt que seulement, servir, à augmenter encore un peu plus, le luxe de ma famille. Pourquoi, je pensais que c'était important, et je le pense toujours, de faire changer les consciences des plus riches, de la population en général? Parce que, du fait même de leur richesse, c'est eux qui concentrent l'essentiel du pouvoir. Or, si on veut une répartition plus équitable des richesses, eh ben, il faut à un moment que les gens au pouvoir décident de les répartir différemment. Alors certes, dans une démocratie, les gens au pouvoir, c'est censé être tout le monde. Mais en pratique, bah, ça se passe pas exactement comme ça. Peut-être parce que, les milliardaires ont un pouvoir d'influence démesuré, ou pour tout un tas d'autres raisons qui font que, les intérêts des élites économiques, ont largement le dessus sur la volonté ou les intérêts de la majorité de la population. Et donc, dans un contexte où on sent mal une révolution advenir, eh bien, se reposer sur un changement des normes sociales au sein même des gens les plus riches, je me suis dit que c'était une voie qu'il serait intéressant d'explorer.